passe au Mali et je suis sûr qu'avec lui, nous aurons toutes les informations ce matin, raison pour laquelle nous l'avons et il a accepté notre invitation. Monsieur Moussa Mara, bonjour. Bonjour, on salue les téléspectateurs, les auditeurs de Face au Mali et je suis à votre disposition. Merci bien. Moussa Mara, qu'est-ce que vous comprenez de l'actualité actuelle au Mali, la situation actuelle? Qu'est-ce que je comprends? D'abord, la première chose, c'est que nous sommes dans une période très difficile. On est dans une période difficile politiquement, on est dans une période difficile socialement, on est évidemment dans une période très difficile économiquement. Les Maliens souffrent au quotidien et la politique, les troubles politiques dans lesquels nous vivions depuis maintenant 3 mois ou 4 mois sont venus un peu ajouter à nos problèmes. Bon, maintenant, nous sommes aussi face à des défis, hein, je vais dire ça ainsi. Le premier défi est le défi politique, c'est-à-dire après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Avant cette démission, la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Ibeka, nous sommes dans un vide institutionnel. Et ce vide institutionnel, nous devons trouver la formule pour l'occuper en attendant de pouvoir retrouver un peu un environnement institutionnel normal. C'est ce qu'on appelle la transition, c'est-à-dire la période qui nous sépare des prochaines autorités démocratiquement élues et du prochain pouvoir démocratiquement élu. Les Maliens doivent faire preuve de patriotisme, doivent faire preuve d'intelligence et de sens de consensus et de compromis pour trouver la meilleure formule afin de gérer cette période transitoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'actualité politique. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que cette actualité politique ne doit pas masquer la réalité. La réalité est que nous sommes dans une crise économique très profonde qui est induite par l'instabilité dans laquelle le pays est depuis pas mal d'années, mais qui est induite aussi par le contexte sanitaire avec le coronavirus. Nous avons des difficultés importantes du fait, je dirais, de la campagne cotonnière qui risque d'être compliquée. Et nous avons aussi sans doute des difficultés dues au contexte social avec beaucoup de grèves. Je pense que le secteur de l'éducation illustre un peu ça. Nous devons sortir rapidement de la situation politique pour faire face à ces vrais défis. Donc ça, je pense qu'on peut résumer un peu la situation du pays comme ça. Alors, M. Moussa Mara, nous voyons qu'après le coup d'État, comme nous l'avons dit, et qu'est-ce que vous pensez réellement? Est-ce que ce coup d'État, comment vous le qualifiez? Parce que d'aucuns nous parlent de déposition, d'aucuns nous parlent réellement de démission. Qu'est-ce que vous comprenez par l'acte réellement du CNSP? Je pense qu'il faut reconnaître que si le CNSP n'était pas entré en action, le président Ibeka n'aurait pas démissionné. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Juridiquement, le président Ibeka a facilité la situation en disant qu'il a démissionné, qu'il l'a fait sans contrainte et que donc on peut considérer cela comme une démission. Mais dans la réalité, le moins qu'on puisse dire, c'est une démission militairement assistée, comme certains l'ont dit. C'est un coup d'État, il faut le reconnaître comme tel. Maintenant, le coup d'État, il est populaire parce qu'évidemment, le président était très impopulaire et nous étions dans un blocage. On ne pouvait pas sortir de ça que par l'action des militaires. Et ça, c'est essentiellement dû à l'attitude du président. On l'a dit régulièrement, beaucoup de gens l'ont appelé. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont appelé à s'ouvrir et à avoir une ouverture réelle. Il n'a pas écouté. Et aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences. C'est aussi très triste parce que ça veut dire qu'au Mali, nous sommes incapables de trouver des solutions institutionnelles à nos difficultés politiques, économiques, sociales. Et donc, en 8 ans, nous avons connu 2 coups d'État. C'est une défaite pour le Mali et c'est une défaite pour les Maliens. Il faut le constater ainsi. Et quand on regarde notre histoire, les 60 dernières années de l'indépendance, nous avons connu quand même 4 coups d'État. Nous avons connu 5 présidents et un seul de ces présidents a pu transmettre pacifiquement le pouvoir. Les 4 autres ont été déposés. C'est une performance très négative, et y compris même en Afrique. Nous devons nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour que, les 1000 ans à venir, là, le Mali ne connaisse plus de coup d'État. Parce que ça, c'est la vraie question. Et donc, nous devons trouver les formules pour que des réformes politiques,
institutionnelles et constitutionnelles, mais aussi des réformes en termes de gouvernance et d'administration, nous éloignent des troubles, de la tension et nous éloignent des interventions militaires dans le contexte politique. Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Cette transition, c'est en cela qu'elle est très importante. Elle est même stratégique pour notre pays. Nous ne devons pas la rater. Monsieur Moussa Mara, alors nous avons assisté à une condamnation tous azimuts et même la communauté internationale aujourd'hui nous impose un embargo. Un embargo qui est difficile aujourd'hui à supporter par les Maliens. Alors au même moment, nous voyons que la junte qui a pris le pouvoir aujourd'hui est en train réellement de s'implanter et même de nommer quelques généraux à des postes aussi bien stratégiques. Que pensez-vous de ce qui se passe? Sur cette question de la junte en train de s'installer, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit. Vous savez, quand l'armée vient dans un contexte politique, elle pose des premiers actes généralement. Et ces premiers actes concernent surtout le secteur de la défense. Parce que l'armée intervient en partageant les soucis des populations, mais eu égard à ses propres soucis internes. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les difficultés que j'ai dépeintes, je n'ai pas suffisamment parlé d'insécurité, je n'ai pas suffisamment parlé des Maliens qui meurent tous les jours au centre et au nord. Mais nos militaires sont ceux qui meurent le plus, tous les jours. Et souvent des pertes en vies humaines qui sont évitables. Parce qu'ils ne sont pas bien commandés, parce qu'ils ne sont pas bien équipés, parce qu'ils ne sont pas bien motivés, parce qu'ils ne sont pas bien organisés. Donc les militaires vivent ça au quotidien. Quand ils interviennent, c'est aussi et surtout pour corriger ces insuffisances. C'est pourquoi les premières décisions qu'ils prennent, c'est généralement les domaines qu'ils maîtrisent le plus. Ce sont les militaires qui connaissent les militaires. Les acteurs de la junte, sans leur jeter des fleurs, ils savent qui est qui dans l'armée. Ils sont suffisamment haut placés pour connaître la hiérarchie de l'armée. Et ils sont suffisamment jeunes pour connaître l'état d'âme de la troupe. Les décisions qu'ils ont prises, les décisions de nomination, c'est pour, selon eux, mettre à de bons postes des personnes qui le méritent. Moi, je ne connais pas l'armée dans le détail, mais les rares personnes qui ont été nommées que je connais sont des bonnes personnes compétentes et honnêtes. Il y en a certains, notamment le colonel Doumbia, que moi-même j'ai nommé comme chef de cabinet de défense à la primature quand j'étais Premier ministre. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils veulent s'installer au pouvoir. C'est qu'ils veulent corriger ceux qui connaissent le plus pour essayer que l'armée puisse travailler en attendant que la transition puisse être mise en place. Parce que l'armée, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des actes terroristes, tous les jours, il y a des tentatives. Donc, il faut remettre l'armée sur pied. Je pense qu'il ne faut pas les juger sur la base de nomination. Ils ont convoqué des concertations. Après-demain. Les concertations auront lieu samedi et dimanche. Ces concertations, l'objectif, c'est que les forces vives maliennes se retrouvent et décident du contenu, des organes et du déroulement de la transition. Ils respectent leurs paroles. Ça n'a pas été fait en 2012. Donc, il faut, je pense, leur faire confiance à leur capacité de jugement et à leur capacité à comprendre qu'aucun pouvoir militaire non plus ne peut prospérer. Et je pense que ceux-ci, encore une fois, ils ont un niveau suffisamment élevé pour comprendre le contexte environnemental et le contexte même international. Faisons leur confiance, participons à ces concertations et tous ensemble, décidons de comment nous allons gérer la transition. Évidemment, avec la participation des militaires, même si, je l'ai toujours dit, la transition doit être dirigée par un civil, aussi bien président de transition, que par un civil, aussi bien Premier ministre. Ça, c'est ce que je pense. Alors, vous jugez vraiment nécessaire qu'un civil soit à la tête de cette transition qui s'annonce, mais voir la situation qui prévaut en fait, au Mali, avec nos politiques aujourd'hui qui veulent réellement accaparer cette transition, vous voyez qui pour diriger cette transition avec cette atmosphère qui règne au Mali? On est capable aujourd'hui d'avoir un homme de consensus selon vous? Si ceux qui pensent qu'un militaire doit diriger, le militaire aussi doit être un homme de consensus, je crois.
Pour moi, quand les Maliens disent on veut qu'un militaire dirige la transition, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'un politique dirige la transition. Et quelque part, votre question, ça va dans ce sens-là. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on a une bonne partie de Maliens qui ne sont ni militaires ni politiques. Quand on dit civils, ce n'est pas forcément les politiques. Nous avons des civils qui n'ont jamais été politiques, qui sont au moins autant compétents que les politiques. Et je dirais même que les grandes compétences maliennes sont en majorité en dehors des classes des partis politiques. Ça, c'est un. De deux, quand on dit un militaire, souvent on pense à la rigueur, à l'autorité. Mais il y a des civils qui ont autant de rigueur et autant d'autorité que les militaires. Si on se met à chercher simplement, on va trouver au moins une dizaine de personnes qui peuvent diriger la transition. C'est pourquoi moi je ne donnerai pas de nom. Je dirais plutôt un profil. Il faut d'abord que ce soit un civil. Il faut quelqu'un qui a une connaissance et de l'État et du Mali. Il faut avoir les deux. Connaissance de l'État parce que la personne va diriger l'État. Connaissance du Mali, vous avez dit, parce que le contexte, il est difficile. Donc, il faut avoir une connaissance du pays qui fait que on peut manager les hommes, on peut manager les partis, on peut manager la classe, la société civile, les forces armées, et on peut arriver à mettre les gens ensemble sur des grandes bases de changement. Il faut quelqu'un, évidemment, d'une honnêteté en acier trempé. Que non seulement que ça soit vrai, mais que ça soit de réputation. Parce que nous avons des gens qui sont honnêtes, mais leur réputation est entachée. Il faut que la personne soit honnête et de réputation d'honnêteté. Et que la personne ait une envergure qui puisse lui permettre de discuter avec des chefs d'État quand même. Je pense que c'est tout ça qu'on doit regarder. Moi, je pense qu'on a quelques personnes comme ça au Mali qui peuvent diriger la transition. Et il n'est pas souhaitable que ce soit un militaire. Pourquoi? C'est pas que on dit les militaires ne peuvent pas. Mais le monde d'aujourd'hui, il ne permet plus qu'un pays soit dirigé par un militaire. En plus, un militaire qui arrive par un coup d'État. Je pense que ça, c'est compliqué. Le Mali est dans une relation de partenariat très approfondie avec la communauté internationale. Donc, un pays qui est dans une relation de partenariat très approfondie avec la communauté internationale ne peut pas se permettre de tourner le dos à la communauté internationale. Notre partenariat avec la communauté internationale, c'est d'abord sécuritaire. Ensuite, c'est diplomatique. Vous avez chaque année, les Nations Unies prennent une résolution sur le mandat de la MINUSMA. Ensuite, c'est économique. Après, c'est politique. Donc, toutes ces dimensions font que nous avons besoin d'avoir la confiance absolue de la communauté internationale pour nous aider à sortir de crise. C'est pourquoi il faut une direction du pays qui soit acceptable par la communauté internationale. Je comprends le souci des Maliens qui veulent un militaire, mais ils veulent un militaire essentiellement parce qu'ils ne veulent pas de politique. Moi aussi, je ne veux pas de politique à la tête de la transition, je l'ai dit. Je ne veux même pas de politique dans le gouvernement de transition, je l'ai dit aussi, parce que je pense que cette période exceptionnelle est l'une des dernières chances pour notre pays. Il faut qu'on la fasse gérer par des gens neutres, qui ne viendront que pour le pays, qui ne viendront pas pour d'abord renforcer leur parti, qui ne viendront pas pour préparer les élections pour leur parti, ou qui ne viendront pas pour protéger des erreurs passées commises par des gens de leur parti ou par eux-mêmes. Parce que c'est tout ça un parti. Quand on arrive à une responsabilité en tant que parti, on se protège. On fait la promotion du parti, des cadres du parti. On essaye de renforcer les positions du parti pour les prochaines élections. Autant de choses qui ne sont pas le Mali et autant de choses dont le Mali ne peut pas se permettre. Donc moi je pense qu'il faut que des gens arrivent qui n'ont pas d'autre agenda que remettre sur pied le pays. Sans aucune ambition. Et qui pourront prendre des décisions difficiles parce que c'est l'intérêt du pays. Moi je pense qu'on peut arriver à avoir ces compétences si on se met à les chercher. Mais il faut que nous les partis politiques, nous acceptons avec humilité de laisser cette période-là entre les mains des personnes compétentes, neutres, objectives. J'espère qu'on m'entendra. Ok, Monsieur Moussa Mara, c'est entendu que vous soutenez réellement qu'un civil soit à la tête de cette transition. Mais maintenant, avec la CEDEAO qui nous impose son embargo sous condition d'un retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, est-ce que le Mali est en phase aujourd'hui
de supporter les sanctions de la CEDEAO? Quelles sont les conséquences économiques auxquelles le Mali doit s'attendre désormais? Un pays qui est dans des difficultés de ce type, les sanctions ne peuvent que l'enfoncer davantage. Mais les sanctions de la CEDEAO ne sont pas destinées à être levées uniquement qu'après les élections. La CEDEAO se donne comme objectif de conclure un accord avec le CNSP sur la transition. Et la CEDEAO nous donne suffisamment de temps pour que nous nous entendions sur les termes de la transition et que maintenant l'accord vienne un peu consacrer ça. Mais dès que l'accord est signé, comme ça a été le cas en 2012, les sanctions seront levées. Donc il y a à nous de nous battre pour lever les sanctions. Mais la prise des sanctions aussi, ce sont des règles de la CEDEAO, ce sont des textes, des protocoles, des conventions. Il ne faut pas en vouloir à la CEDEAO, à laquelle nous sommes partie prenante. Et le Mali est même quelque part à la base des textes de la CEDEAO en matière de démocratie. Parce que le protocole additionnel, c'était en 2001, c'était dans la période de Alpha Omar Konaré. Le Mali était à l'avant-garde de toutes les questions de démocratie, de lutte contre les changements non constitutionnels, tout ça. On a motivé ces documents. Donc si on les a motivés, on doit les accepter. Ce sont des documents qui sont faits pour aider les pays. Ce pas des documents pour sanctionner les pays. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la CEDEAO. Elle est dans son rôle de dire ce qu'elle dit. Nous devons nous entendre, définir nous-mêmes notre marge et ensuite voir avec la CEDEAO comment obtenir la levée des sanctions. Moi, je suis optimiste sur ça. Vous pensez que nous pouvons réellement aujourd'hui nous en passer de la CEDEAO et de son embargo en cette période aussi cruciale pour le Mali? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Oui, j'ai compris. J'ai dit une sanction d'un jour de la CEDEAO, c'est un problème pour nous. Donc ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour lever les sanctions. Et lever les sanctions, la piste est très claire. Il ne faut même pas se dire nous allons nous passer des sanctions de la CEDEAO. C'est du gros n'importe quoi. Un pays qui n'a pas d'accès à la mer et dont les frontières sont fermées avec ses voisins, comment il va s'en sortir? En plus, un pays qui vit beaucoup de commerce avec ses voisins. Autant nous importons des produits, mais autant nous exportons du bétail, nous exportons du coton, de l'or. Le pays est extraverti, donc le pays a besoin de ses voisins. C'est un non-sens que de dire qu'on peut vivre sous embargo. Aucun pays au monde d'ailleurs aujourd'hui ne peut vivre sous embargo. Nous devons nous dire, nous avons entre nos mains les solutions pour lever la sanction. Ces solutions commenceront par les rencontres des 5 et 6, ou des 6, je ne sais même plus. C'est 5 et 6, hein? 5 et 6 septembre prochain. J'espère que la semaine prochaine, on aura une idée exacte de comment la transition va se dérouler. En ce moment, on conclura un accord avec la CMDT, et la CMDT, la CEDEAO, et à la fin de la semaine prochaine, peut-être que les sanctions seront levées. Ok, M. Moussa Mara, en ce qui concerne aujourd'hui la synergie des enseignants, nous voyons que le torchon brûle entre elles et puis le CNSP qui n'arrive pas à s'entendre aujourd'hui pour sauver l'école qui est menacée d'une année blanche. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Moi, je voudrais utiliser votre micro pour supplier les syndicats de l'éducation, pour leur dire d'abord, nous n'avons pas de gouvernement. Et quand on dit on n'a pas de gouvernement, il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Les derniers instants du gouvernement de Ibeka, vous avez suivi que chaque semaine, le Mali intervenait sur les marchés financiers pour lever 30 milliards, 25 milliards, pour permettre de payer ses dépenses. Le Mali ne peut plus faire ça, parce qu'on n'a pas de gouvernement. Ça, c'est un. La plupart de nos programmes de développement sont suspendus avec les partenaires. Partenaires, pas seulement la CEDEAO, mais l'Union européenne, la Banque mondiale, la BAD. Chaque fois qu'il y a une rupture non constitutionnelle dans le déroulé des pouvoirs, ceux-ci suspendent, ce sont leurs règles. Ceci oblige l'État à agir dans des domaines qui normalement étaient soutenus par ces programmes. Donc c'est des efforts supplémentaires pour l'État. Au moment où embargo, pas de mouvement, pas de recettes douanières. Parce que l'embargo, ça veut dire que ça n'entre pas, ça ne sort pas. Quand ça n'entre pas, pas de recettes. Quand ça ne sort pas, pas de recettes. Ce moment-là, forcément, les difficultés sont plus importantes. Déjà, il y avait des difficultés. Le gouvernement précédent avait dit qu'il est difficile de respecter l'article 39 parce que. Les difficultés sont devenues plus importantes. Je pense qu'en ce moment-là, on doit comprendre objectivement que c'est difficile. Moi, j'ai cru comprendre que ce que le CNSP a offert et qui est basé sur les évaluations des services de l'État. Le CNSP n'a pas inventé ça, hein?
Ce sont les services de l'État, du budget, du trésor, de l'éducation qui viennent dire ça c'est possible d'être fait. Passer à l'application de l'article 39 en novembre. Rattraper de janvier à octobre 2020, payer ça en novembre. Les rattrapages de 2019, payer ça en avril 2021. Ça veut dire qu'en l'espace de 6-7 mois, on se retrouvera totalement dans ce cadre de l'article 39. Pour des acteurs qui ont été en grève pendant 8 mois ou 9 mois, 6 mois pour tout redresser, moi je pense que c'est un effort qui n'est pas surhumain. Donc je voulais les supplier de tout faire pour sauver l'année scolaire et permettre à nos enfants de continuer leur scolarité. Et de tout faire pour que le pays puisse légèrement dépasser le cap de la crise scolaire. On a déjà suffisamment de crises pour ajouter une crise supplémentaire. Et donc, de reconsidérer leur position. Ça, je voudrais vraiment les supplier pour ça. Et je demande à toutes les bonnes volontés, les autorités traditionnelles, les religieuses, politiques, administratives, de les supplier à accepter cela pour le pays. Pas pour quelqu'un, pour le pays. Ils sont des parents d'élèves, ils sont aussi des Maliens et des patriotes. Il faut qu'ils aident le pays à dépasser ce cap. Mais pour la synergie, il y a eu déjà une méfiance qui s'installe parce que pour elle, déjà, quand le régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta en réalité tendait vers la fin, ils avaient espoir que cet article puisse aboutir. Et ils se sont dit même qu'après une semaine, cela pouvait aboutir. Mais aujourd'hui, pour eux, on les ramène en arrière. Quelle est cette méfiance, selon vous, qui veut s'installer entre la synergie et le CNSP? Pour moi, la rupture du 18 août justifie et explique tout. Il y a une méfiance avec le régime Ibeka. Le régime Ibeka n'existe pas aujourd'hui. Je crois, hein? N'est-ce pas? Ceux qui sont là, c'est des nouveaux acteurs. Et ceux qui viendront bientôt dans la transition, ce seront les nouveaux acteurs de nous. Qui dit nouveaux acteurs? Dit au moins accorder le bénéfice du doute. À mon avis, même si on dit que l'État est une continuité, mais l'État a une tête. Il a suffi d'un simple discours de Ibeka pour qu'on parle de la mise en œuvre de l'article 39. Donc c'est la tête de l'État qui est une grande partie de l'État. La tête de l'État a changé. Et la tête de l'État va changer encore dans les jours à venir. Cette période exceptionnelle explique et justifie une attitude exceptionnelle. Je pense que c'est ce qu'il faut demander aux syndicats. Il y a d'autres syndicats qui ont suspendu leur mode d'ordre de grève. Hein. Peut-être qu'ils ont moins souffert que les enseignants. Vraiment, moi je compatis à la douleur des enseignants. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit qu'il faut appliquer l'article 39, il n'y a pas à tergiverser. Mais nous sommes dans une période que aucun d'entre nous n'avait envisagée. Et moi, personnellement, j'ai craint cette période de vide constitutionnel. Si vous vous rappelez, j'ai dit, moi, personnellement, je comprends le combat du M5 RFE, mais je n'adhère pas au M5 RFE parce que je ne veux pas que le régime chute. Donc, on est dans une période exceptionnelle. Il faut que nous ayons une attitude exceptionnelle. Je pense que c'est ce qu'il faut essentiellement expliquer aux syndicats. Leur combat est juste, leur combat est légitime, leurs revendications sont légitimes, les salaires sont parmi les plus bas au monde, on le sait. Il faut augmenter les salaires, il faut même augmenter plus que ce qui est là. Mais le contexte justifie que nous essayons tous chacun d'aider le pays. Surtout que nous sommes dedans nous-mêmes. Merci Moussa Mara. Aujourd'hui, quelle est votre note vraiment d'espoir que vous fondez pour le Mali post, je dirais, même transition. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la transition. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos compatriotes, à tous les compatriotes maliens pour que réellement nous puissions sortir de cette impasse? Voilà, donc vous avez redressé vous-même la question. Je pense qu'il faut qu'on lance un appel. L'heure n'est pas à dire on est optimiste ou il y a de l'espoir. Si les Maliens comprennent les enjeux, et au-delà des Maliens, les leaders, responsables politiques, responsables de la société civile, si nous mettons le Mali au-dessus de nos intérêts,
J'insiste beaucoup dessus, au-dessus de nos intérêts. Il n'y a pas de raison que nous ne nous en sortions pas. Parce que malgré nos difficultés, le pays tient. Beaucoup ont prédit beaucoup de choses. Le pays tient. Nous avons des difficultés. Il y a des conflits intercommunautaires. Il y a beaucoup de violence dans le pays, à tous les niveaux. Mais le pays tient. Faisons en sorte qu'on le renforce. On recouvre le tissu social. On remet l'administration en marche. On remet l'administration au service des Maliens. On crée les conditions d'un État efficace. On pourra progressivement remonter la pente. Mais ça nécessite un esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, d'abord les leaders. Quand je dis que les politiques doivent se tenir à côté de la transition, ça c'est un esprit de sacrifice. Et si les politiques donnent cet exemple, je pense qu'on peut lancer un message aux Maliens. Mais si les politiques refusent ça, les Maliens peuvent dire, ah, si vous refusez de vous mettre de côté des postes ministériels et autres, nous aussi, pourquoi on va nous dire de faire des efforts? Les syndicats pourront dire la même chose. Mais les politiques, vous avez refusé de renoncer à vos postes ministériels. Pourquoi nous, on va renoncer à l'article 39 ou pourquoi on va différer l'article 39? L'exemple vient d'en haut. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de lancer un appel aux élites maliennes, aux politiques. Si le pays est dans ce trou-là, c'est nous qui l'avons mis dedans. Ceux qui ont dirigé le pays ces 30 dernières années, comme on dit. C'est nous tous. Préparons-nous pour les élections. Laissons les Maliens gérer la transition de manière neutre, objective, en prenant des décisions difficiles et de redressement pour remettre le pays sur les pieds et ensuite, maintenant, nous pourrons concourir pour les élections. Moi, je pense que c'est le prix pour que nous nous en sortions. Maintenant, prions Dieu pour que je sois entendu. Monsieur Moussa Mara, nous tendons vers la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot à l'endroit de tous les Maliens? C'est de dire à chacun que nous avons trébuché, nous avons peut-être un genou par terre, mais nous ne sommes pas totalement par terre, quoi. Il faut que nous apprenions à nous relever, mais nous nous relèverons que si chacun travaille, si chacun bosse, si chacun aide le pays, et si chacun met un peu le pays devant lui-même. Et dans ce chacun, il y a vous, les journalistes aussi. Parce que dans la période difficile, vous pouvez construire, mais vous pouvez aussi malheureusement détruire. Donc vous aussi soyez neutre, objectif, patriote. Essayez de concourir à mettre le pays en avant. Soyez indépendant, soyez objectif, soyez neutre et faites votre boulot avec professionnalisme. Je pense que dans cette période-là, c'est important. La haute autorité de la communication a félicité les journalistes. Elle dit que pendant la période de crise, elle a bien apprécié le traitement qui a été fait par les journalistes. C'est positif. Continuez dans cette direction. On vous encourage. Merci bien, Moussa Mara. Nous sommes à la fin de notre entretien. Mesdames et messieurs, voici aujourd'hui ce que nous puissions comprendre de la situation à travers les propos et les propositions aujourd'hui faites par Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, qui a bien voulu nous accueillir chez lui pour cet entretien. Merci bien.